si je devais vous demander quelle est la date la plus importante de l'histoire romaine, beaucoup de dates vous viendraient sûrement à l'esprit. Vous pourriez probablement penser à 27 avant JC, lorsque la République romaine a pris fin et a été supplantée par l'Empire romain. Ou vous pourriez penser à 395 après JC, la date à laquelle l'Empire romain s'est divisé en deux moitiés, une orientale et une occidentale. Ou vous pourriez penser à 476 après JC, la date traditionnelle de la chute de l'Empire romain d'Occident, qui est couramment enseignée à l'école, mais qui en réalité n'avait pas beaucoup de signification. Ou vous pourriez également penser à 541, l'année fatidique où la peste de Justinien a considérablement affaibli l'Empire romain, et bien sûr, beaucoup d'autres années importantes différentes. Mais l'année à laquelle la plupart d'entre vous ne penseraient probablement pas comme une année particulièrement importante serait 751 après JC. Pour comprendre pourquoi l'année 751 après JC était si importante, et pourquoi elle a été négligée et est toujours négligée par la plupart des historiens, nous devons comprendre ce qui s'est passé après la soi-disant chute de l'Empire romain. Dans la plupart des écoles, si ce n'est dans toutes les écoles, on enseigne encore à tort que l'Empire romain est tombé en 476 après JC. C'est faux à tellement de niveaux que je ne sais même pas par où commencer. Tout d'abord, l'Empire romain d'Orient a survécu intact et continuera pendant 1000 ans de plus. Donc dire que l'Empire romain est tombé en 476 est absolument absurde. Il serait peut-être plus valide de dire que l'Empire romain d'Occident est tombé en 476, mais pour des raisons que j'ai expliquées dans cette vidéo ici, cette notion n'a pas non plus beaucoup de sens, car l'Empire romain d'Occident a en réalité continué à être gouverné nominalement par Constantinople dans les décennies suivantes. Les rois germaniques d'Italie étaient après 476 après Jésus-Christ des sujets nominaux de l'empereur romain résidant à Constantinople, et ils ont même émis des pièces de monnaie en son nom et n'étaient pas autorisés à dévier des coutumes romaines. En fait, si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous voyagiez en Italie après la soi-disant chute de l'Empire romain, vous n'auriez remarqué aucune différence. Non, en fait, de nombreuses villes du cœur traditionnel de l'Empire romain, l'Italie avait l'air beaucoup mieux en 520 après Jésus-Christ qu'elle ne l'avait en 450 après de nombreux sacs et dévastations par différentes tribus envahissantes. Pour détruire encore plus le récit de la chute de Rome en 476, l'Empire romain d'Orient a en fait reconquis de nombreuses parties de l'ancien Empire romain d'Occident dans la période allant de 533 à environ 560 après Jésus-Christ. Le fait que de nombreux historiens semblent manquer ou oublier est que la ville de Rome était, même après de nombreux désastres, grandement diminuée, à nouveau partie de l'Empire romain à partir de ce moment-là, donc à partir d'environ 560 après Jésus-Christ. La plupart des historiens vous diront qu'à cette époque déjà, l'Empire romain d'Orient était déjà l'Empire byzantin, et que par conséquent, l'Italie dans la seconde moitié du VIe siècle n'était en réalité plus partie de l'Empire romain, mais qu'elle était maintenant occupée par les Byzantins, par les Grecs. C'est, à mon avis, faux. Tout d'abord, à cette époque, beaucoup des empereurs romains résidant à Constantinople parlaient encore le latin comme langue maternelle. Justinien était, par exemple, un locuteur natif du latin, tout comme son célèbre général Flavius Belisarius et beaucoup d'autres hauts fonctionnaires de l'Empire romain en ces jours-là. L'empereur romain résidait à Constantinople de la même manière que, par exemple, l'empereur Théodose y résidait à la fin des années 300 ou l'empereur Constance II y résidait au milieu des années 300. Mais puisque les historiens s'accrochent à ce récit de la chute de Rome en 476 après JTC, bien sûr, il ne peut pas être que l'Empire romain de 560 après JTC était toujours l'Empire romain. Mais c'est exactement ce qui était le cas. En ces temps encore, j'appellerais toujours l'Empire romain l'Empire romain. Et l'Italie faisait à nouveau partie de ce même Empire romain. La véritable raison pour laquelle l'Italie n'a jamais réussi à retrouver une importance majeure est que des décennies de guerre et de peste ont complètement dévasté les anciennes magnifiques villes romaines d'Italie. Cependant, l'Italie continuerait à faire partie de l'Empire romain pendant de nombreuses années après avoir été reconquise par l'Est au milieu des années 500.
En 584 après JC, l'empereur Maurice a décidé de créer l'exarchat d'Italie et en 591, l'exarchat d'Afrique. L'exarque était, en tout point, le vice-roi de l'empereur à Constantinople. L'un résiderait à Ravenne, l'impressionnante ville portuaire qui avait été la capitale de l'Empire romain d'Occident pendant quelques décennies au vieux siècle, et l'autre résiderait à Carthage, dans l'ancienne ville impressionnante qui, même aussi tard que 600 après JC, comptait encore des centaines de milliers d'habitants. Au fait, le nom du premier exarque de Ravenne était Decius. Ça ne sonne pas très grec pour moi maintenant, n'est-ce pas? Le même nom d'un empereur qui a régné plus de 330 ans auparavant. Ne vous y trompez pas, c'était toujours très clairement des Romains, parlant le latin qui étaient très souvent les exarchos à Ravenne, surtout dans les premières années. En 568, une tribu germanique appelée les Lombards avait envahi l'Italie, et parce que l'Empire romain était affaibli par la peste, ils avaient réussi à conquérir des parties de l'Italie aux Romains. Pourtant, malgré cela, la majeure partie de l'Italie restait fermement entre les mains de l'Empire romain. Oui, l'Empire romain, pas l'Empire byzantin, pas l'Empire romain oriental, pas les Grecs, mais l'Empire romain. L'Italie est donc restée une partie de l'Empire romain dans la seconde moitié du VIe siècle et elle continuera à le rester pendant de nombreuses années encore. Les exarques ont continué à gouverner depuis Ravenne, souvent même en élisant les papes à Rome et en s'immisçant dans les affaires religieuses. Il y avait à cette époque un fort échange entre les papes à Rome, avec l'exarque, et même avec l'empereur à Constantinople. Il y avait une grande activité d'échange entre Rome et Ravenne le long de la Via Flaminia à cette époque. C'est pourquoi ce couloir est resté fermement entre les mains des Romains et les Lombards n'ont pas pu conquérir cette zone pendant 2 siècles. Ravenne, à cette époque, avait une grande importance et était une ville magnifique et prospère, continuant à utiliser le port de Classis pour envoyer et recevoir des marchandises de partout autour de la Méditerranée, mais aussi de et vers Constantinople elle-même. À Rome, il y avait même un district gouvernant de l'exarque et une grande activité de construction de certaines églises assez impressionnantes. Si vous aviez traversé Ravenne en 600 après JC, vous auriez pensé que l'Antiquité n'avait jamais pris fin. Il y avait de grandes statues, il y avait des rues à colonnades, il y avait un palais impérial, de vieux arcs de triomphe, il y avait des bains romains, et il y avait le vieux aqueduc toujours en état de fonctionnement après avoir été réparé plusieurs fois au cours des siècles précédents. Les bâtiments étaient bien entretenus, et Ravenne à cette époque rivalisait en importance avec beaucoup d'autres grandes villes de l'Empire romain, même si elle n'atteindrait jamais la taille de Constantinople ou de Carthage. Pourtant, elle détenait un grand pouvoir politique. Avec l'exarque au VIe siècle, il y avait même beaucoup d'usurpateurs en Italie, dont j'ai parlé dans cette vidéo, et qui, assez drôlement, vous pourriez, si vous le vouliez, interpréter comme les derniers empereurs romains occidentaux, parce qu'ils étaient des usurpateurs romains occidentaux, pas très différents de Romulus, Augustus lui-même, parce qu'ils ont aussi essayé de gouverner l'Italie en tant qu'empereur romain contre l'empereur à Constantinople, assez similaire à l'état des affaires avant la division de l'Empire en 395 après JC. Mais l'Empire romain a malheureusement continué à perdre du territoire à l'est et au milieu des 600 a perdu l'Égypte et le Levant face à l'avancée du califat musulman. En 698, l'exarchat d'Afrique est tombé face à l'avancée musulmane. Pourtant, l'exarchat de Ravenne a continué à résister. Quelques décennies de plus ont passé, et à cette époque, l'Empire romain d'Orient avait effectivement subi une transformation culturelle et était désormais un empire fermement grécophone. Mais bien sûr, il continuait à se considérer comme des Romains et leurs possessions terrestres en Italie comme faisant partie de l'Empire romain. Malheureusement, les Lombards, sous leur roi Aistulf, ont commencé à avancer, et les Romains d'Orient étaient à cette époque complètement occupés à combattre le califat musulman, de sorte que Ravenne est finalement tombée aux mains des Lombards en l'an 751. Le dernier exarque, Eutychius, a été tué lorsque la ville est tombée. Je dirais que c'est en fait cette date
751, qui avait une grande signification. C'était cette date après laquelle l'Empire romain dans le nord et le centre de l'Italie prendrait définitivement fin. Pendant 2 siècles, du milieu des 500 au milieu des centaines, Constantinople a régné sur de grandes parties de l'Italie, péninsule, y compris le nord de l'Italie et la ville de Rome elle-même. Les papes étaient très influencés par les empereurs de Constantinople jusqu'à cette date précise. Ce n'est qu'après 751 que les papes de Rome ont fait appel à l'aide des Francs pour protéger Rome et l'Italie contre l'avancée des Lombards. Parce que Constantinople et l'exarchat n'ont pas réussi à protéger l'Italie contre les Lombards et en raison de questions religieuses, c'est après 751 que Rome finirait par se détacher de Constantinople. Les Francs ont plus tard vaincu les Lombards et Rome est passée sous la protection des Francs. Charlemagne a été couronné empereur à Rome en l'an 800. C'est alors seulement que l'idée d'un Saint-Empire romain est née, une nouvelle sorte d'empire occidental germanique, et que l'Empire romain d'Orient serait désormais simplement considéré comme les Grecs afin de délégitimer leurs revendications sur l'Italie. Au cours des siècles suivants, cette aliénation culturelle s'est de plus en plus enracinée, et ainsi, surtout sous l'influence des empereurs du Saint-Empire romain germanique de l'Ouest, l'Empire romain d'Orient a alors été dénoncé comme l'Empire grec. Car il ne pouvait y avoir qu'un seul empire romain, et l'Ouest verrait le Saint-Empire romain comme le successeur de l'Empire romain. Et c'est la chute de Ravenne en 751, où l'ancien empire romain avait véritablement pris fin, lorsque la domination de Constantinople sur Ravenne et Rome arriverait à une fin définitive. Oui, Constantinople a réussi à conserver des possessions dans le sud de l'Italie pendant plus de 3 siècles supplémentaires, incroyablement. Mais à cette époque, l'influence culturelle des Francs avait fermement établi les Romains de l'Est en tant que Grecs. Et donc, je dirais que la date de 751 a une importance incroyablement importante, car ce n'est qu'après cette date que Rome se distancerait des empereurs romains à Constantinople et appellerait maintenant les empereurs germaniques empereurs romains. Ce changement culturel était si profond que le récit des Grecs à l'Est persiste encore à ce jour. C'est pourquoi les historiens appellent l'Empire romain d'Orient l'Empire byzantin. Ce terme a été inventé par les historiens germaniques occidentaux afin de délégitimer les Romains de l'Est en les réduisant à de simples Grecs, et que, en réalité, c'est le Saint-Empire romain qui avait le droit légitime d'être appelé le successeur de Rome. Et ce récit s'est avéré si puissant qu'il est encore enseigné à l'école jusqu'à ce jour. Et c'est la chute de Ravenne en 751 qui a rendu cela possible. Si cela ne s'était pas produit, le monde aurait un aspect très différent aujourd'hui, à mon avis. Et je pense que dans cette chronologie, le terme Empire byzantin n'aurait jamais été inventé, et dans l'Empire romain d'Orient, dans cette chronologie alternative, n'aurait jamais été appelé l'Empire byzantin par les historiens modernes. Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude. Et bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent Majorianus. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur la fascinante ville de Ravenna elle-même, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la ville de Rome après 560 après Jésus-Christ, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Benevalete.